Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, de quelle ville, de quel pays vous m'écoutez aujourd'hui? J'adore savoir jusqu'où ces histoires voyagent. Automne 1923, commune de Sainte-Croix-en-Artois, nord de la France. Le brouillard s'accrochait au toit d'ardoise comme un linceul gris, étouffant les bruits du petit village de Sainte-Croix-en-Artois. C'était un matin d'octobre, et la pluie fine qui tombait depuis l'aube avait transformé les chemins de terre en boue épaisse. Dans cette commune du Nord, encore marquée par les cicatrices de la Grande Guerre, l'arrivée d'étrangers était un événement rare, presque suspect. Ce jour-là, une calèche noire tirée par 2 chevaux sombres s'arrêta devant la mairie. Monsieur Alphonse Debrou, le maire bedonnant au visage rougeau, observait depuis sa fenêtre. Il fronça les sourcils. Personne n'avait annoncé de visite. Personne n'achetait de maison dans ce village oublié, où les jeunes partaient vers les villes et où les anciens comptaient leurs morts de guerre. 2 femmes descendirent de la calèche avec une grâce troublante. Elles portaient de longues robes noires, cintrées à la taille, et des chapeaux à voilettes qui dissimulaient partiellement leur visage. Malgré cela, leur beauté était évidente, presque irréelle. La plus grande, aux cheveux d'un noir de jais, se tenait droite, comme une statue. La seconde, légèrement plus petite, avait des gestes plus doux, presque félins. Debrou ajusta son gilet et descendit les escaliers en hâte. Lorsqu'il ouvrit la porte, les 2 femmes se tenaient déjà sur le seuil. « Mesdames, » dit-il en s'inclinant légèrement, « que puis-je faire pour vous ?» La plus grande retira sa voilette, révélant un visage d'une pâleur marmoréenne, des pommettes hautes et des yeux verts d'une intensité hypnotique. « Nous sommes les sœurs du Mortier, » dit-elle d'une voix grave et mélodieuse. « Céleste et Marguerite, nous venons acquérir la propriété du domaine de la Croix-Blanche. » Debrou cligna des yeux, déstabilisé. Le domaine de la Croix-Blanche, cette immense bâtisse isolée à 3 kilomètres du village, avait été abandonnée depuis la mort du vieux Mercier 10 ans auparavant. On disait qu'elle était hantée, personne n'y allait plus, sauf les gamins en quête de frissons. Le domaine... « Vous êtes sérieuse ?» balbutia-t-il. « C'est une ruine, mesdames. Il n'y a ni eau courante ni électricité. »« Nous ne cherchons pas le confort, monsieur le maire, » répondit Marguerite, la cadette, avec un sourire énigmatique. « Nous cherchons la tranquillité. » Quelque chose dans ce sourire fit frissonner Debrou. Il hocha la tête et les invita à entrer. Les jours suivants, l'arrivée des sœurs du Mortier fit l'effet d'une bombe dans le village. En quelques heures, tout le monde savait. On parlait de leur beauté étrange, de leur calèche noire, de leur choix inexplicable de s'installer dans cette maison maudite. Au café du village, le Coq Rouge, les hommes discutaient en fumant leurs pipes. « Elles viennent d'où, ces 2-là » grogna Émile Varlet, un fermier au visage tanné par le soleil et l'alcool. « De Belgique, paraît-il, » répondit Henri Monceau, le facteur. « Mais personne ne sait exactement. Elles ont payé comptant, en billets neufs. » Le notaire était blême quand il est sorti de chez elles. « Des veuves de guerre, peut-être » suggéra un jeune ouvrier. « Trop jeune pour ça, » trancha Varlet. « Et puis, elles n'ont pas l'air de pleurer leur mort, si vous voulez mon avis. » Les femmes du village, elles, étaient partagées entre curiosité et méfiance. Madame Berthier, la boulangère, une femme aux mains calleuses et au regard perçant, croisa Céleste du Mortier quelques jours après leur installation. C'était un matin glacial. Céleste était entrée dans la boulangerie, vêtue d'un manteau de laine sombre, ses cheveux noirs relevés en chignon strict. « Bonjour, madame, » dit-elle d'une voix douce. « Je voudrais 2 pains de campagne, s'il vous plaît. » Madame Berthier la fixa un instant, troublée par cette beauté presque dérangeante. « Vous êtes les nouvelles du domaine, n'est-ce pas ?» dit-elle en emballant le pain. « En effet, c'est bien loin du village, pour 2 femmes seules. Vous n'avez pas peur ?»« Peur de quoi, madame ?» demanda Céleste en penchant légèrement la tête. Son regard vert transperça la boulangère. Celle-ci baissa les yeux, mal à l'aise. « De rien, c'est juste que cette maison a mauvaise réputation. » Céleste sourit, un sourire énigmatique qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Les réputations ne nous effraient pas. Bonne journée, madame. » Elle sortit sans un bruit, laissant derrière elle une impression étrange, comme si la température de la pièce avait chuté. Le domaine de la Croix-Blanche. La propriété était effectivement imposante. Construite au début du siècle précédent, elle se dressait au sommet d'une colline, entourée d'un parc envahi par les ronces. La façade de pierre grise, percée de hautes fenêtres à carreaux, donnait à l'ensemble un aspect fantomatique. Derrière la maison, un petit cimetière familial ajoutait à l'atmosphère lugubre.
Les sœurs du Mortier s'y installèrent sans aide. Elles refusèrent poliment les offres d'assistance des villageois, préférant travailler seules. On les voyait parfois, silhouettes noires dans le crépuscule, transporter des meubles ou nettoyer les fenêtres. Le soir, une lumière jaune tremblotait derrière les volets. Certains juraient avoir entendu des chants étranges, presque liturgiques, portés par le vent. La première fascination. Malgré la méfiance initiale, les sœurs du Mortier exerçaient une attraction irrésistible. Leur beauté, leur mystère, leur indépendance intriguaient autant qu'elles inquiétaient. Le premier homme à succomber fut Antoine Mercier, un jeune menuisier de 28 ans, beau garçon au sourire franc. Il avait croisé Marguerite au marché hebdomadaire. Elle cherchait des clous et du bois pour réparer une porte. « Permettez-moi de vous aider, mademoiselle, » dit-il en soulevant son chapeau. « Je ne suis pas mademoiselle, monsieur, » répondit-elle avec un sourire énigmatique. « Mais votre aide serait bienvenue. » Antoine passa l'après-midi au domaine. Quand il en revint, il était transformé. Ses amis remarquèrent un changement dans son regard, une fixation étrange. Il parlait peu, rêvassait souvent. « Tu es amoureux ou quoi ?» se moqua son ami Paul. « Elle est différente, » murmura Antoine. « Elles sont différentes. » Il retourna au domaine le lendemain, puis le surlendemain, puis tous les jours. Sa fiancée, Marie-Claire, une jolie brune aux yeux noisettes, commença à s'inquiéter. « Antoine, qu'est-ce qui te prend? Tu passes tout ton temps là-bas. »« Je les aide, c'est tout, » répondit-il sèchement. « Elles t'ont ensorcelé, c'est ça? Les gens parlent, Antoine. Ces femmes ne sont pas normales. » Il se retourna brusquement, le visage dur. « Ne dis pas de bêtises, Marie-Claire. Tu es jalouse, voilà tout. » Elle recula, choquée. Ce n'était plus l'homme doux qu'elle connaissait. Premières ombres. Un mois après l'arrivée des sœurs, un événement étrange secoua le village. Auguste Leblanc, un veuf de 50 ans qui avait lui aussi été vu au domaine, ne rentra pas chez lui un soir. On le retrouva 3 jours plus tard, au fond d'un fossé, à mi-chemin entre le village et la Croix-Blanche. Il était mort. Le médecin conclut à une crise cardiaque, mais certains détails troublaient, son visage figé dans une expression de terreur absolue, ses mains crispées comme s'il avait tenté de se défendre contre quelque chose d'invisible. « Il était en bonne santé », murmura le docteur Renard à Debroux. « Je l'avais examiné le mois dernier. Aucun problème cardiaque. » Le maire hocha la tête, mal à l'aise. « Un accident, docteur. Rien de plus. » Mais les rumeurs commençaient déjà à enfler. On parlait à voix basse des sœurs du Mortier, de leur beauté dangereuse, de cette maison maudite. Ce soir-là, alors que le brouillard descendait à nouveau sur Sainte-Croix-en-Artois, une ombre passa devant la fenêtre de la boulangerie. Madame Berthier, qui fermait boutique, leva les yeux. C'était Céleste Dumortier, immobile sous la pluie, qui la fixait. La boulangère sentit son sang se glacer. Sans un mot, sans un geste, Céleste sourit lentement, puis s'évanouit dans la brume comme un fantôme. Madame Berthier verrouilla sa porte en tremblant et ne dormit pas de la nuit. Dans le village endormi, personne ne remarqua la silhouette qui gravissait la colline vers le domaine de la Croix-Blanche. Antoine Mercier, les yeux vides, marchait comme un somnambule vers son destin. Hiver 1923-1924, Sainte-Croix-en-Artois. Les premières neiges tombèrent début décembre, enveloppant le village d'un silence ouaté et trompeur. Sous cette blancheur immaculée se cachait une angoisse grandissante. Depuis la mort d'Auguste Leblanc, une tension sourde habitait Sainte-Croix-en-Artois. Les regards se faisaient plus méfiants, les conversations s'interrompaient brusquement quand on prononçait le nom du Mortier. Pourtant, malgré les murmures, malgré la peur qui s'insinuait dans les cœurs, les hommes continuaient à gravir le chemin boueux menant au domaine de la Croix-Blanche. Comme attiré par une force invisible, irrésistible, Antoine Mercier était devenu méconnaissable. Ses traits s'étaient creusés. Des cernes violacées soulignaient ses yeux autrefois brillants. Il avait rompu ses fiançailles avec Marie-Claire dans une scène violente qui avait choqué tout le village. Elle l'avait supplié, pleuré, mais il était resté de marbre, le regard vide, comme habité par une obsession dévorante. « Tu ne comprends pas », avait-il murmuré. « Elles ont besoin de moi. » Marie-Claire s'était effondrée sur les pavés de l'église, et sa mère avait dû la ramener chez elle, tremblante de rage et de chagrin. Le curé, l'abbé Roussel, un homme sévère aux sourcils broussailleux, avait tenté d'intervenir. « Mon fils, ces femmes exercent sur toi une influence malsaine. Je t'en conjure, reviens à la raison. » Antoine avait simplement secoué la tête et était parti sans un mot,
laissant le prêtre médusé devant l'autel. Le deuxième homme, Paul Deschamps, le meilleur ami d'Antoine, décida d'agir. Grand gaillard aux épaules carrées, forgeron de son état, il n'avait jamais eu peur de rien. Il grimpa jusqu'au domaine, un après-midi glacial, déterminé à ramener Antoine à la raison. La demeure se dressait devant lui, plus menaçante que jamais sous le ciel plombé. Les volets étaient fermés, mais une fine fumée s'échappait de la cheminée. Paul frappa à la porte, 3 coups secs qui résonnèrent dans le silence. La porte s'ouvrit presque immédiatement, comme si on l'attendait. Marguerite Dumortier se tenait là vêtue d'une robe de velours bordeaux qui moulait sa silhouette. Ses cheveux châtains cascadaient librement sur ses épaules. Elle sourit, et ce sourire fit vaciller la détermination de Paul. « Monsieur Deschamps, dit-elle d'une voix caressante, quelle agréable surprise. Entrez donc, vous allez attraper froid. » Paul hésita. Il n'avait jamais mentionné son nom. « Comment savez-vous qui je suis? Tout se sait dans un petit village, n'est-ce pas ?» répondit-elle en s'écartant pour le laisser passer. L'intérieur de la maison le surprit. Il s'attendait à une demeure délabrée, mais l'endroit était parfaitement entretenu. Des tapis épais couvraient les planchers, des tentures de velours habillaient les murs, et partout brûlaient des bougies qui diffusaient une lumière dorée et dansante. Une odeur étrange flottait dans l'air, un mélange d'encens, de fleurs séchées et de quelque chose de plus sombre, de plus charnel. « Antoine est ici ?» demanda Paul en reprenant contenance. « En effet, il travaille à l'étage. Mais asseyez-vous donc, je vais vous servir quelque chose de chaud. » Avant qu'il puisse protester, Céleste Dumortier apparut dans l'embrasure d'une porte. Elle portait une robe noire qui semblait absorber la lumière. Ses yeux verts le fixèrent avec une intensité troublante. « Monsieur Deschamps, » dit-elle lentement, « vous êtes venu récupérer votre ami. C'est très loyal de votre part. » Paul se redressa, mal à l'aise sous ce regard pénétrant. « Antoine n'est plus lui-même depuis qu'il vient ici. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais... » « Nous ne lui avons rien fait, » l'interrompit Céleste en s'approchant. « Il vient de son plein gré. Il est libre de partir quand il le souhaite, tout comme vous. » Elle était maintenant tout près de lui. Il pouvait sentir son parfum entêtant, presque hypnotique. Son cœur battait trop vite. Sa raison lui criait de partir, mais son corps refusait de bouger. « Vous avez peur de nous, monsieur Deschamps ?» murmura Marguerite derrière lui. « Non, répondit-il, la gorge serrée. « Vous devriez... » souffla Céleste avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. La fête. Une semaine plus tard, le village apprit que les sœurs Dumortier organisaient une réception. Des invitations manuscrites, rédigées sur un papier crème de qualité, furent distribuées aux notables de la commune. Le maire Debroux, le notaire Vanier, le docteur Renard et quelques propriétaires terriens. « C'est un piège !» grogna Émile Varlet au café. « Ces femmes veulent nous attirer dans leur tanière. »« Allons donc !» tempéra le maire en lissant sa moustache. « Elle cherche simplement à s'intégrer. Nous devons nous montrer courtois. » Mais dans son fort intérieur, Debroux était inquiet. Il avait fait quelques recherches discrètes sur les sœurs Dumortier. Leurs traces avant leur arrivée à Sainte-Croix étaient floues, presque inexistantes. Le notaire qui avait géré la transaction immobilière lui avait confié, après quelques verres de cognac, qu'elle l'avait profondément mal à l'aise. « Leurs yeux, Alphonse, » avait-il murmuré. « On dirait qu'elle voit à travers vous, comme si elle connaissait tous vos secrets. » La soirée eut lieu un samedi de janvier, par une nuit sans lune. Les invités arrivèrent en calèche ou à pied, emmitouflés dans leurs manteaux. Le domaine était illuminé de centaines de bougies qui brillaient aux fenêtres, créant une atmosphère à la fois féerique et inquiétante. À l'intérieur, le spectacle était saisissant. Le grand salon avait été transformé en une salle de réception digne d'un château. Des nappes de lin blanc recouvraient les tables, chargées de mets raffinés. Viande rôtie, pâtisseries délicates, vins précieux. Un gramophone jouait une musique douce et mélancolique. Céleste et Marguerite Dumortier accueillaient leurs invités avec une grâce parfaite. Elles portaient des robes somptueuses, Céleste en vert émeraude, Marguerite en noir profond. Leur beauté était si éclatante que même les épouses présentes, pourtant jalouses et méfiantes, ne pouvaient s'empêcher de les admirer. « Mesdames, messieurs, » dit Céleste en levant son verre de cristal, « nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Nous souhaitons faire partie de votre communauté, partager votre vie. À Sainte-Croix-en-Artois. » Les verres s'entrechoquèrent, mais le malaise persistait. Le maire remarqua qu'Antoine Mercier était présent, servant les invités comme un domestique. Son regard était vide, presque éteint. Paul Deschamps était là aussi, adossé contre un mur, le visage fermé. Au fil de la soirée,
L'atmosphère devint étrange. Le vin coulait généreusement, trop généreusement. Les conversations se faisaient plus bruyantes, les rires plus gras. Certains hommes, d'ordinaire réservés, se mirent à danser maladroitement. Madame de Broux, d'habitude si digne, se laissa aller à des confidences embarrassantes. Le docteur Renard, qui observait la scène avec son œil professionnel, sentit un malaise grandissant. Il n'avait presque rien bu, et pourtant il se sentait étourdi. Il fixa son verre. Le vin avait un goût inhabituel, légèrement amer. « Quelque chose ne va pas, docteur ?» demanda Marguerite Dumortier, en apparaissant soudainement à ses côtés. Il sursauta. « Non, non. Simplement, il se fait tard. »« Restez encore un peu » insista-t-elle en posant sa main sur son bras. « La nuit ne fait que commencer. » Sa peau était glacée. Renard recula instinctivement. « Je dois vraiment partir. Ma femme m'attend. » Il se dirigea vers la sortie d'un pas rapide, le cœur battant. Avant de franchir la porte, il se retourna. Céleste et Marguerite Dumortier le fixaient depuis l'autre bout de la pièce, immobiles, souriants. Tous les invités semblaient le figer, comme des marionnettes dont on aurait coupé les fils. Il sortit précipitamment dans la nuit glacée. La disparition. Le lendemain matin, Paul Deschamps ne rentra pas chez lui. Sa mère, une veuve anxieuse, fit le tour du village en questionnant tout le monde. Personne ne l'avait vu depuis la soirée au domaine. Le maire organisa une battue. Une vingtaine d'hommes fouillèrent les environs pendant 2 jours. On retrouva Paul au crépuscule du 3e jour, au bord de la rivière, à 2 kilomètres du village. Il était mort. Son corps était intact, aucune blessure visible. Mais son visage était tordu dans une expression de terreur absolue. Ses yeux grands ouverts fixant le ciel, sa bouche figée dans un cri silencieux. Le docteur Renard examina le cadavre longuement. Il ne trouva rien. Aucune trace de violence, aucun poison détectable. Officiellement, il inscrivit arrêt cardiaque sur le certificat de décès. Mais cette nuit-là, dans l'intimité de son bureau, il écrivit dans son journal personnel « 2 hommes morts en 3 mois. Aucune explication médicale. Leur visage porte la marque d'une terreur que je n'ai jamais vue, même pendant la guerre. Les sœurs Dumortier sont au centre de tout cela. Je ne sais pas ce qu'elles sont, mais elles ne sont pas naturelles. Que Dieu nous protège. » Dans le village plongé dans le silence de l'hiver, derrière les volets clos, les familles priaient, et au sommet de la colline, dans le domaine de la Croix-Blanche, 2 silhouettes noires se tenaient devant une fenêtre, observant les lumières tremblantes du village en contrebas. Marguerite Dumortier sourit. « Ils commencent à comprendre. »« Pas assez vite, » répondit Céleste Dumortier. « Pas assez vite. » Printemps 1924, Sainte-Croix-en-Artois. Le printemps arriva sans joie à Sainte-Croix-en-Artois. Les bourgeons éclataient sur les arbres, les champs reverdirent, mais une atmosphère pesante continuait d'étouffer le village. 2 morts inexpliquées en 4 mois. Les familles pleuraient, les regards se faisaient soupçonneux, et le nom Dumortier était murmuré avec une crainte superstitieuse. Marie-Claire Beaumont, l'ancienne fiancée d'Antoine, était devenue l'ombre d'elle-même. Elle avait maigri. Ses cheveux, autrefois brillants, pendaient ternes sur ses épaules, et ses yeux rougis témoignaient de nuits sans sommeil. Sa mère, inquiète, l'avait emmenée chez le docteur Renard. « Elle refuse de manger, docteur. Elle pleure constamment. Depuis la mort de Paul, c'est encore pire. » Renard examina la jeune femme, prit son pouls, écouta sa respiration. Physiquement, elle était en bonne santé, mais son regard vide trahissait une blessure plus profonde. « Marie-Claire, dit-il doucement, je sais que vous traversez une épreuve terrible, mais vous devez vous battre, pour vous, pour votre famille. » Elle leva vers lui des yeux où brillait une lueur de folie. « Elles l'ont tué, docteur. Ces femmes ont tué Antoine et Paul. Je le sais. Tout le monde le sait, mais personne n'ose le dire. » Renard échangea un regard avec la mère. Il prit la main de Marie-Claire. « Je comprends votre douleur, mais vous ne devez pas laisser la rumeur vous consumer. Antoine a rompu vos fiançailles. C'est douloureux, mais... » « Il ne m'a pas quitté, » cria-t-elle soudainement. « Elles l'ont ensorcelé. Elles l'ont pris, comme elles ont pris Paul, comme elles prendront d'autres hommes. » Elle se leva brusquement, tremblante de rage et de désespoir. « Personne ne fait rien. Vous êtes tous des lâches, vous les laissez faire. » Elle sortit en claquant la porte, laissant le docteur et sa mère pétrifiés. Madame Beaumont fondit en larmes. « Ma petite fille est en train de perdre la raison, docteur. Que puis-je faire ? » « Surveillez-la, dit Renard gravement, ne la laissez pas seule. » Mais il était déjà trop tard, la confrontation. 3 jours plus tard, Marie-Claire disparut.
Sa mère la chercha frénétiquement dans tout le village. Quelqu'un l'avait vue partir en direction de la colline, vers le domaine de la Croix-Blanche, un couteau de cuisine dissimulé sous son châle. Le maire de Brou rassembla une petite troupe d'hommes et se rendit au domaine. Ils trouvèrent la porte grande ouverte, battant au vent. À l'intérieur régnait un silence oppressant. « Mademoiselle Beaumont » appela de Brou. « Marie-Claire » Aucune réponse. Ils explorèrent le rez-de-chaussée, puis montèrent à l'étage. Les pièces étaient impeccablement rangées, presque trop parfaites, comme si personne ne vivait vraiment ici. Pas de désordre, pas de traces de vie quotidienne. Ils la trouvèrent dans le grenier. Marie-Claire était agenouillée au centre de la pièce vide, le couteau tombé à ses côtés, les mains jointes comme en prière. Elle fixait le mur face à elle, où quelqu'un avait tracé des symboles étranges à la craie rouge. Des cercles concentriques, des lettres dans une langue inconnue, des formes géométriques complexes. « Mon Dieu !» murmura de Brou. « Marie-Claire !» dit doucement le docteur Renard en s'approchant. Elle ne réagit pas. Il posa sa main sur son épaule. Elle était glacée. Quand il la tourna vers lui, il recula, horrifié. Ses yeux étaient vitreux, son visage figé dans une expression de terreur pure. Elle ne respirait plus. Elle était morte, agenouillée, les yeux grands ouverts. L'enquête commence. Cette fois, la mort était survenue dans la maison des sœurs du Mortier. Le maire ne pouvait plus ignorer l'évidence. Il fallait agir. Une enquête officielle fut ouverte. Le brigadier Lucien Moreau de la gendarmerie de Lille fut dépêché sur place. Moreau était un homme méticuleux d'une quarantaine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard acéré. Il avait servi pendant la guerre, vu des horreurs indicibles, et ne croyait ni aux fantômes ni aux malédictions. Pour lui, il y avait toujours une explication rationnelle. Il interrogea d'abord le maire dans son bureau. 3 morts en 5 mois, monsieur de Brou, tous liés aux sœurs du Mortier. Racontez-moi tout depuis le début. De Brou s'exécuta, racontant l'arrivée mystérieuse des 2 femmes, leur installation au domaine, l'attraction étrange qu'elles exerçaient sur les hommes, les morts, successives. « Vous pensez qu'elles sont responsables » demanda Moreau. « Je ne sais pas, brigadier, mais les gens du village en sont convaincus. Ils parlent de sorcellerie, de magie noire. »« Sottise » trancha Moreau. « Je vais interroger ces femmes. Où sont-elles actuellement ? Au domaine, je suppose. Elles sortent rarement. » L'interrogatoire Moreau se rendit au domaine de la Croix-Blanche, accompagné d'un jeune gendarme, Fernand Lebrun. La bâtisse se dressait sous un ciel lourd, menaçant. Moreau frappa à la porte. Marguerite du Mortier ouvrit, vêtue d'une robe gris-perle qui accentuait la douceur de ses traits. « Brigadier Moreau, » dit-elle avec un sourire courtois, « nous vous attendions. » Encore une fois, elle connaissait son nom sans qu'il se soit présenté. Moreau nota le détail mentalement, mais ne laissa rien paraître. « Mademoiselle du Mortier, je présume. J'aimerais vous poser quelques questions, à vous et à votre sœur. »« Naturellement. Entrez, je vous prie. » L'intérieur était toujours aussi troublant. Cette perfection glacée, cette odeur entêtante. Céleste Dumortier les attendait dans le salon, assise dans un fauteuil de velours, un livre à la main. Elle leva les yeux, et Moreau sentit malgré lui un frisson le parcourir. « Brigadier, dit-elle en refermant son livre, que pouvons-nous faire pour vous ? Une jeune femme, Marie-Claire Beaumont, a été retrouvée morte dans votre grenier hier. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'elle faisait ici ?» Les 2 sœurs du Mortier échangèrent un regard. « Nous n'étions pas au domaine hier, » répondit Céleste calmement. « Nous étions partis à Arras pour des courses. Nous sommes rentrés tard dans la soirée et n'avons rien remarqué d'inhabituel. »« À Arras, quelqu'un peut-il confirmer votre présence ? » « Le marchand de tissus où nous avons acheté du velours, » répondit Marguerite. « Monsieur Delattre, rue des 3 Visages. » Moreau prit note. Il savait qu'il vérifierait, mais quelque chose dans leur assurance le mettait mal à l'aise. Cette jeune femme était la fiancée d'Antoine Mercier, qui fréquente votre domaine régulièrement. « Où est-il actuellement ?»« Antoine, » dit Marguerite avec une innocence désarmante. « Il travaille dans le jardin, je crois. Voulez-vous lui parler ?» Moreau acquiesça. Marguerite sortit et revint quelques minutes plus tard, accompagnée d'Antoine. Le jeune homme était méconnaissable. Amaigri, le teint blafard, les yeux enfoncés dans leurs orbites. Il ressemblait à un cadavre ambulant. « Monsieur Mercier, » dit Moreau en se levant, « je dois vous parler de Marie-Claire. » Antoine le fixa sans expression. « Marie-Claire est morte, dit-il d'une voix monocorde. « Je sais. Comment le savez-vous ? Je ne l'ai annoncé à personne encore. Je le sens. » Moreau fronça les sourcils.
Vous sentiez qu'elle était morte? Antoine hocha la tête lentement comme un automate. Monsieur Mercier, reprit Moreau plus fermement. Votre ancienne fiancée a été retrouvée morte dans cette maison, devant des symboles étranges. Que savez-vous de tout cela? Rien. Je ne sais rien. Le jeune gendarme Lebrun, resté silencieux jusque-là, intervint maladroitement. Vous ne ressentez rien. Vous étiez fiancé. Elle vous aimait. Antoine tourna lentement la tête vers lui. Son regard était vide, absent. L'amour est une illusion. Seules les sœurs du Mortier comprennent la vérité. Un silence glacial tomba sur la pièce. Moreau sentit la chair de poule envahir ses bras. Il se tourna vers Céleste et Marguerite Dumortier, qui souriaient doucement. « Qu'avez-vous fait à cet homme » demanda-t-il d'une voix dure. « Rien qu'il ne désire, brigadier, » répondit Céleste. « Antoine est libre. Il peut partir quand il le souhaite. Libre? Regardez-le, il est à moitié mort. Nous ne sommes pas responsables de ses choix, » dit Marguerite en croisant les mains sur ses genoux. Moreau serra les poings. Il n'avait aucune preuve, aucun élément tangible. Juridiquement, ces femmes n'avaient rien fait d'illégal. « Je reviendrai, dit-il en se dirigeant vers la sortie, et je découvrirai la vérité. » Céleste Dumortier se leva avec grâce. « Nous l'espérons, brigadier. La vérité est tout ce qui nous importe. » Découverte troublante. De retour à la gendarmerie, Moreau envoya un télégramme à Arras pour vérifier l'alibi des sœurs. La réponse arriva le soir même. Monsieur Delattre confirmait leur présence dans sa boutique hier après-midi. L'alibi tenait. Frustré, Moreau décida de creuser plus profond. Il contacta les autorités belges, cherchant des informations sur les sœurs Dumortier avant leur arrivée en France. Après plusieurs jours d'attente, il reçut une réponse qui le glaça. Les sœurs Dumortier avaient effectivement vécu en Belgique, dans une petite ville près de Namur. Elles étaient reparties précipitamment il y a 2 ans, après la disparition mystérieuse de 3 hommes. Une enquête avait été ouverte, mais rapidement abandonnée faute de preuves. Avant cela, on trouvait leurs traces en Allemagne, puis en Suisse. Partout, le même schéma. Installation discrète, hommes fascinés, morts inexpliquées, départ soudain. Moreau relut le rapport plusieurs fois, incrédule. Ces femmes laissèrent derrière elles un sillage de morts depuis au moins 10 ans. Comment était-ce possible qu'elles n'aient jamais été arrêtées? Il convoqua le maire et le docteur Renard. « Messieurs, nous avons un problème beaucoup plus grave que je ne le pensais. Ces femmes sont dangereuses, il faut agir. » Mais avant qu'ils ne puissent élaborer un plan, un cri déchira la nuit. Antoine Mercier venait de se jeter du clocher de l'église. Son corps brisé gisait sur les pavés, les membres tordus dans des angles impossibles. Dans sa main crispée, on trouva un morceau de papier froissé. Le docteur Renard le déplia avec des mains tremblantes. 4 mots étaient griffonnés d'une écriture frénétique, elles ne sont pas humaines. T 1924, Sainte-Croix en Artois. La mort d'Antoine Mercier avait franchi une ligne invisible. Ce n'était plus seulement la peur qui régnait sur Sainte-Croix en Artois, c'était la terreur. 4 morts en 6 mois. Le village se vidait progressivement. Les familles qui en avaient les moyens partaient chez de la famille dans d'autres communes. Ceux qui restaient barricadèrent leurs portes dès la tombée de la nuit et gravèrent des croix sur leur seuil. L'abbé Roussel célébra des messes quotidiennes, priant pour la protection divine contre les forces du mal. Les bancs de l'église étaient bondés, les visages tendus, les regards hantés. Le prêtre lui-même avait perdu son assurance. Ses mains tremblaient quand il élevait l'hostie, et ses sermons prenaient des accents apocalyptiques. « Le diable marche parmi nous », tonnait-il depuis sa chair. Il a pris l'apparence de la beauté pour mieux nous corrompre. Nous devons résister à la tentation, nous devons nous armer de foi. Mais la foi semblait impuissante face à l'attraction mortelle qu'exerçaient les sœurs Dumortier. L'obsession de Moreau. Le brigadier Lucien Moreau était devenu obsédé par l'affaire. Il dormait à peine, passait ses nuits à éplucher les rapports venus de Belgique, d'Allemagne, de Suisse. Un schéma se dessinait, aussi troublant qu'impossible. Des femmes correspondant exactement à la description des sœurs Dumortier avaient laissé des traces sur plus de 20 ans à travers l'Europe. Toujours le même mode opératoire. Installation dans une petite communauté isolée, séduction systématique des hommes, morts inexpliquées, départ précipité avant l'intervention des autorités. Mais ce qui perturbait le plus Moreau, c'étaient les descriptions physiques. Dans les rapports datant de 1904, 1912, 1918, 1923, les témoins décrivaient 2 femmes jeunes, belles, apparemment dans la trentaine. 20 ans s'étaient écoulés et elles n'avaient pas vieilli. « C'est impossible », marmonna-t-il en se frottant les yeux. « Elles auraient un plus de 50 ans maintenant. »
Il posa une photo récente des sœurs du Mortier à côté d'un dessin d'un témoin belge datant de 1912. Les visages étaient identiques, pas ressemblants. Identiques. Un frisson glacé parcourut son échine. Pour la première fois de sa vie rationnelle, Moreau envisagea l'impossible. Et si ces femmes n'étaient effectivement pas humaines? Il secoua la tête violemment. Non, il devait y avoir une explication logique. Des sœurs, des cousines, une lignée familiale aux traits similaires. Mais au fond de lui, une petite voix murmurait qu'il se mentait à lui-même. Le témoignage d'un survivant Moreau reçut un télégramme urgent de Namur. Un homme demandait à lui parler, un certain Édouard Fontaine qui affirmait avoir connu les sœurs Dumortier en Belgique. Le brigadier prit immédiatement le train. Il rencontra Fontaine dans un petit café sombre de Namur. L'homme avait une 50aine d'années, mais en paraissait 70. Son visage était creusé, ses cheveux complètement blancs, ses mains agitées d'un tremblement constant. Il but 3 cognacs avant de pouvoir parler. « Vous les avez trouvés », dit-il d'une voix rauque. « Les Dumortier. Je savais qu'elles ressurgiraient quelque part. » Moreau se pencha en avant. « Monsieur Fontaine, racontez-moi tout ce que vous savez. J'étais jeune à l'époque, 25 ans, plein de vie. Elles sont arrivées dans mon village en 1921. Exactement comme chez vous, j'imagine. Belles à en perdre la raison. J'ai été attiré. Nous étions plusieurs. » Il vida son verre d'un trait, sa main tremblant violemment. Mon meilleur ami, Jacques, a été le premier à disparaître. On l'a retrouvé dans les bois, mort sans une marque. Puis ce fut Henri, puis Georges. Moi, j'ai eu de la chance. Ou peut-être était-ce de la malchance. Il releva sa manche, révélant une cicatrice circulaire sur son avant-bras, comme une brûlure. Elles m'ont marqué, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai résisté, parce que j'ai essayé de m'enfuir. J'ai vu des choses, brigadier, des choses qu'aucun homme ne devrait voir. Moreau sortit son carnet. Quelle chose? Elle... Fontaine ferma les yeux, la sueur perlant sur son front. Un soir, je suis allé à leur demeure. J'étais comme hypnotisé, incapable de résister. J'ai monté au grenier. Elles y étaient, toutes les deux, debout dans un cercle de bougies. Elles parlaient une langue que je n'avais jamais entendue. Et autour d'elles, il y avait des ombres, des silhouettes humaines, mais sans substance, comme des fantômes. Il rouvrit les yeux, et Moreau y eut une terreur pure. C'étaient les hommes disparus. Je les ai reconnus. Jacques, Henri, Georges. Leurs âmes, brigadier. Elles collectent les âmes. Moreau resta silencieux un long moment. Toute sa formation, toute sa rationalité rejetait ces paroles comme de la folie. Mais le regard de cet homme était celui de quelqu'un qui avait vu l'indicible. « Comment avez-vous survécu ?»« Je me suis enfui. J'ai couru comme un fou. Céleste Dumortier m'a rattrapé à l'orée du bois. Elle m'a attrapé le bras et j'ai senti une douleur atroce, comme si on me brûlait jusqu'à l'os. Puis elle m'a lâché. Elle a souri et a dit « Va raconter ce que tu as vu, personne ne te croira. » Et elle avait raison. Il fixa Moreau avec intensité. « Vous devez les arrêter. Mais vous ne pourrez pas avec la loi des hommes. Elles ne sont pas de ce monde. » Recherche désespérée. De retour à Sainte-Croix, Moreau se sentait ébranlé. Il décida de consulter l'abbé Roussel, qui possédait une vaste bibliothèque de textes religieux et de traités anciens. Le prêtre l'accueillit dans son presbytère encombré de livres. Quand Moreau lui exposa la situation, l'abbé blêmit. « Mon fils, dit-il gravement, ce que vous décrivez correspond à une légende très ancienne. Les succubes, des démons prenant l'apparence de femmes pour séduire les hommes et dévorer leurs âmes. » Moreau voulut protester, mais Roussel leva la main. « Je sais ce que vous pensez, superstition médiévale. Mais l'Église a documenté de tels cas pendant des siècles. Ces entités existent dans les marges de notre réalité. Elles se nourrissent de désirs, de luxure, et finalement de vie elle-même. » Il se leva et fouilla dans sa bibliothèque, sortant un vieux grimoire couvert de poussière. Voici un traité du XVIIe siècle sur les entités démoniaques. Il y est question de 2 sœurs jamais nommées qui parcourèrent l'Europe depuis des temps immémoriaux. Des descriptions qui correspondent exactement aux vôtres. Beauté surnaturelle, charme hypnotique, mort inexpliquée de leurs victimes. Il posa le livre devant Moreau, ouvert sur une illustration jaunie. 2 femmes en robe noire, debout dans un cercle de flammes, entourées de silhouettes torturées. « Comment les arrête-t-on » demanda Moreau, la gorge serrée. L'abbé soupira.
Le livre parle d'exorcisme, de rituels complexes, mais il faut d'abord les confronter, les forcer à révéler leur vraie nature. Et surtout, il faut briser leur emprise sur les vivants. Tant qu'il y aura des hommes sous leur contrôle, elles seront protégées. La découverte du cimetière. Pendant que Moreau enquêtait, le jeune gendarme Lebrun, agissant de sa propre initiative, décida d'explorer les alentours du domaine. Il avait remarqué, lors de leur visite, un petit cimetière familial derrière la propriété. Il s'y rendit un après-midi, alors que les sœurs du mortier étaient parties au village. Le cimetière était envahi de mauvaises herbes, les pierres tombales inclinées et moussues. Il y en avait une dizaine, toutes datant du XIXe siècle, portant le nom Mercier, l'ancienne famille propriétaire. Mais quelque chose attira son attention. Au fond du cimetière, partiellement caché par un buisson, se trouvait une tombe différente. La pierre était plus récente, plus lisse, et ne portait aucune inscription. Juste un symbole gravé, un cercle traversé de 3 lignes. Lebrun sentit son instinct s'éveiller. Il retourna au village et revint avec une pelle. Le soleil déclinait quand il commença à creuser. 1 mètre, 2 mètres. Sa pelle heurta quelque chose de dur, un cercueil de bois simple. Le cœur battant, il dégagea la terre et força le couvercle. Celui-ci céda dans un craquement sinistre. À l'intérieur, rien. Le cercueil était vide, pas de corps, pas de reste. Juste une odeur étrange, douce et nauséabonde à la fois. Mais au fond du cercueil, gravé dans le bois avec une lame, des mots en français archaïque. Ici repose ce qui ne peut mourir. Ici dort ce qui ne peut vivre. Nous sommes les du mortier. Nous sommes éternels. Lebrun recula, horrifié. Il trébucha, tomba dans l'herbe humide. Quand il leva les yeux, 2 silhouettes se tenaient au bord de la fosse. Céleste et Marguerite Dumortier. Elles le fixaient en silence, leur visage indéchiffrable dans l'ombre du crépuscule. Puis Céleste sourit lentement. « Vous cherchiez quelque chose, gendarme Lebrun. » Le jeune homme voulut crier, s'enfuir, mais son corps refusait de bouger. Il était paralysé, cloué au sol par leur regard. Marguerite Dumortier s'approcha, s'agenouilla au bord de la fosse. « Vous avez trouvé notre secret. Que comptez-vous en faire ?» Sa voix était douce, presque tendre, mais sous-tendue d'une menace glacée. « Je vais tout dire, » balbutia Lebrun. « Bien sûr que vous allez tout dire, » murmura Céleste, « et personne ne vous croira, tout comme personne n'a jamais cru ceux qui nous ont vus pour ce que nous sommes vraiment. » Elles se penchèrent toutes deux vers lui, et leurs yeux changèrent. Les iris verts devinrent noirs, entièrement noirs, sans pupilles, sans blanc. 2 abîmes insondables. « Regarde-nous, Fernand, » chuchota Marguerite. « Regarde notre vraie nature. » Lebrun hurla. On le retrouva le lendemain matin, recroquevillé au pied d'un arbre, à 100 mètres du cimetière. Il était vivant mais brisé, ses cheveux avaient blanchi durant la nuit. Il ne parla plus jamais, fixant le vide de ses yeux morts, murmurant sans cesse les mêmes mots incohérents. « Noir. Leurs âmes sont noires, elles n'ont pas d'âme. Dumortier, Dumortier. » Il fut interné dans un asile près de Lille, où il mourut 3 mois plus tard. Le brigadier Moreau, en examinant les notes que Lebrun avait laissées, comprit une chose terrible. Ils n'affrontaient pas de simples criminels, ils affrontaient quelque chose d'ancien, d'immortel et d'infiniment dangereux. Les sœurs Dumortier n'étaient pas humaines. Automne 1924, Sainte-Croix en Artois. Septembre apporta des pluies glaciales qui transformèrent les chemins en torrents de boue. Le village était devenu une coquille vide, hanté par la peur. La moitié des habitants avaient fui, abandonnant maisons et terres. Ceux qui restaient vivaient barricadés, ne sortant que par nécessité, toujours en groupe, jamais seuls. Le brigadier Lucien Moreau n'avait plus dormi depuis une semaine. Son bureau à la gendarmerie ressemblait au repère d'un fou, murs couverts de notes, de dessins, de lignes rouges reliant dates et lieux. Rapports de police, témoignages, coupures de journaux s'entassaient partout. Il avait perdu du poids. Ses yeux étaient injectés de sang. Ses mains tremblaient quand il tenait sa plume. Le docteur Renard vint le voir un soir, inquiet pour sa santé mentale. « Lucien, vous devez vous reposer. Vous allez vous effondrer. » « Comment pourrais-je me reposer ?» répondit Moreau d'une voix rauque. « 5 morts, Renard, 5. Et Lebrun détruit mentalement. Ces créatures continuent leur œuvre tranquillement pendant que je cherche des preuves que je ne trouverai jamais. » Il frappa du poing sur son bureau, renversant une pile de documents. « J'ai contacté toutes les polices d'Europe. Partout, la même histoire.
Des femmes correspondant exactement à leur description, portant le nom du Mortier ou des variantes proches, depuis 1850. 74 ans, Renard. Elles ont 74 ans de meurtre documenté et elles n'ont pas vieilli d'un jour. Renard s'assit lourdement, accablé. Que proposez-vous? La loi ne peut rien contre elles. Nous n'avons aucune preuve directe. Aucun juge ne validera une arrestation basée sur des histoires de démons. Moreau le fixa intensément. Alors nous n'utiliserons pas la loi. Le plan désespéré. Cette nuit-là, Moreau réunit un petit groupe d'hommes dans l'église. Il avait convoqué le maire Debroux, le docteur Renard, l'abbé Roussel et 3 fermiers courageux, Émile Varlet, Jacques Fontaine et Robert Mercier, le père d'Antoine, un homme brisé par la douleur qui cherchait vengeance. « Messieurs, dit Moreau, en refermant la porte de l'église, ce que je vais vous proposer est illégal, dangereux, probablement suicidaire. Si l'un de vous veut partir, c'est maintenant. » Personne ne bougea. 7 visages durs, déterminés, le fixaient dans la lueur tremblante des cierges. « Ces femmes ne sont pas humaines. Je n'ai aucune preuve légale, mais j'ai des certitudes morales. Elles ont tué nos fils, nos frères, nos amis. Elles continueront tant qu'elles resteront ici. » Il déroula une carte sur l'autel. « Voici le plan du domaine. Nous y entrerons demain soir, pendant la nouvelle lune. Nous les confronterons, et nous découvrirons la vérité. L'abbé Roussel nous accompagnera avec ses instruments de bénédiction. » Le prêtre hocha la tête gravement, serrant contre lui un livre de prière et un crucifix d'argent. « Si elles sont ce que nous pensons qu'elles sont, continua Moreau, seule la foi pourra les arrêter. Et si nous nous trompons, il marqua une pause. Alors nous serons des meurtriers. Êtes-vous prêts à prendre ce risque? Robert Mercier se leva, le visage ravagé par la haine. Mon fils s'est jeté du clocher de cette église. Elles l'ont poussé à cette folie. Je suis prêt à aller en enfer si cela peut les y envoyer aussi. Les autres murmurèrent leur accord. La nuit de la confrontation. Le lendemain soir, sous un ciel sans étoiles, 7 hommes gravèrent silencieusement la colline menant au domaine de la Croix-Blanche. Ils portèrent des lanternes éteintes, des pieux de bois taillés, des cordes, et l'abbé Roussel tenait son crucifix comme un bouclier. La demeure se dressait dans l'obscurité absolue. Aucune lumière aux fenêtres, aucun bruit. On aurait dit une maison morte, abandonnée depuis des décennies. Moreau leva la main ordonnant le silence. Ils s'approchèrent de la porte principale. Elle était entr'ouverte, comme si on les attendait. « C'est un piège », murmura Varlet. « Évidemment », répondit Moreau. Mais nous n'avons pas le choix. Ils entrèrent. L'intérieur était plongé dans les ténèbres. Moreau alluma sa lanterne, projetant des ombres dansantes sur les murs. Le salon était vide. Les meubles avaient disparu. Les tapis, les tentures, tout avait été enlevé. Il ne restait qu'une pièce nue, froide, dépouillée. « Où sont-elles » chuchota Debroux, la peur palpable dans sa voix. « À l'étage » répondit une voix féminine depuis l'obscurité. Tous sursautèrent, levant leurs lanternes. Marguerite Dumortier se tenait dans l'embrasure de la porte menant au grand escalier. Elle portait une robe blanche, presque spectrale dans la pénombre. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules. « Vous êtes venus nous rendre visite, messieurs » dit-elle avec un sourire. « Comme c'est courtois. » Moreau avança d'un pas, la main sur son revolver. « Au nom de la loi, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. » Meurtre. Marguerite inclina la tête, amusée. « Qui avons-nous tué, brigadier? Montrez-moi les preuves. » « Vous avez détruit ces hommes, » cria Robert Mercier, les larmes aux yeux. « Mon fils, vous l'avez ensorcelé, vous l'avez poussé à la mort. » Marguerite Dumortier le regarda avec une fausse compassion. « Votre fils est venu à nous de son plein gré, monsieur Mercier. Nous ne forçons personne, nous offrons simplement ce que les hommes désirent le plus. Taisez-vous. » L'abbé Roussel s'avança, brandissant son crucifix. « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous ordonne de révéler votre vraie nature. Démon, quittez cette forme et retournez dans les abîmes dont vous venez. » Il aspergea Marguerite d'eau bénite. Elle ne broncha pas. L'eau glissa sur sa peau sans effet. Elle sourit plus largement. « Votre Dieu n'a aucun pouvoir sur nous, hommes d'église. Nous sommes bien plus anciennes que vos religions. » Une deuxième voix résonna depuis l'étage. « Montez, messieurs. Puisque vous voulez la vérité, nous allons vous la montrer. » Céleste Dumortier apparut en haut de l'escalier, vêtue elle aussi de blanc, ses cheveux noirs cascadant comme une chute d'encre. La révélation. Les 7 hommes montèrent lentement l'escalier, leurs lanternes projetant des ombres grotesques. Leur courage s'effritait à chaque marche. L'air devenait plus froid, plus dense, comme si la maison elle-même retenait son souffle.
Le grenier avait été transformé. Les symboles que Marie-Claire avait vus avant de mourir couvraient maintenant tous les murs, le plafond, le plancher. Des cercles concentriques, des lettres dans une langue morte, des signes géométriques complexes. Des centaines de bougies brûlaient, créant une lumière vacillante, presque hypnotique. Au centre de la pièce se tenaient Céleste et Marguerite Dumortier, côte à côte, les mains jointes. « Vous voulez savoir qui nous sommes ?» dit Céleste d'une voix grave qui semblait venir de partout à la fois. « Vous voulez comprendre ? Très bien, regardez. » Elles fermèrent les yeux. Les bougies vacillèrent toutes en même temps, puis s'éteignirent d'un coup, plongeant le grenier dans l'obscurité totale. Dans le noir absolu, quelque chose changea. Les hommes le sentirent dans leur chair, dans leurs os. Une présence immense, ancienne, terrible, emplissait l'espace. Quand les bougies se rallumèrent, les sœurs Dumortier avaient changé. Leurs visages n'étaient plus humains. Leurs yeux étaient devenus entièrement noirs, des abîmes sans fond. Leur peau avait pris une teinte grisâtre, presque translucide, laissant apparaître des veines sombres. Leurs mains s'étaient allongées, les doigts terminés par des ongles noirs et pointus, et autour d'elles, flottant dans l'air, il y avait des silhouettes. Des dizaines de silhouettes humaines, translucides, figées dans des expressions de souffrance éternelle, les âmes des disparus. Moreau reconnut Auguste Leblanc, Paul Deschamps, Antoine Mercier, tous les hommes morts depuis l'arrivée des sœurs Dumortier, et d'autres, des dizaines d'autres, visages inconnus venus d'autres époques, d'autres lieux. « Nous sommes les dévoreuses », dit Céleste Dumortier, sa voix résonnant comme un cœur infernal. « Nous existons depuis que les hommes ont appris à désirer. Nous nous nourrissons de leur luxure, de leur obsession, de leur faiblesse. Nous prenons ce qu'ils nous offrent volontairement, leur essence vitale, leur âme. » Marguerite Dumortier sourit, révélant des dents trop pointues, trop nombreuses. « Vous ne pouvez pas nous arrêter. Vous ne pouvez pas nous tuer. Nous sommes éternels. Nous sommes les Dumortier. » Robert Mercier hurla de rage et de désespoir. Il se jeta en avant, brandissant un pieu de bois. Il frappa Céleste en pleine poitrine. Le pieu la traversa ressortant dans son dos, mais aucun sang ne coula. Céleste baissa les yeux vers le morceau de bois qui la transperçait, puis releva son regard noir vers Mercier. Pathétique. El Aravou terminara historia en français, Pravossé. Robert Mercier fut projeté contre le mur comme une poupée de chiffon. Son corps heurta la pierre avec un bruit atroce et glissa au sol, inerte. « Fuyez !» hurla Moreau. Le chaos éclata. Les hommes se précipitèrent vers l'escalier, mais les portes claquèrent seules, scellant les issues. Les ombres des âmes prisonnières se mirent à tournoyer autour d'eux, murmurant des lamentations terribles. L'abbé Roussel s'agenouilla au centre du grenier, priant en latin d'une voix tremblante. Mais ces mots semblaient impuissants face à ces créatures ancestrales. Céleste et Marguerite avancèrent, leurs mouvements surnaturels, presque flottants. Varlet tenta de tirer, mais son arme s'enraya. Fontaine pleurait, Debrou urinait de terreur. C'est alors que Moreau comprit. Ce n'était pas la foi qu'il leur fallait, c'était le feu. Il saisit sa lanterne et la projeta contre les vieilles tentures. Les flammes se répandirent instantanément sur le bois sec, alimenté par des décennies d'abandon. « Non !» rugit Céleste, sa voix inhumaine résonnant comme un orage. Les créatures reculèrent, le feu grandissait, dévorant les symboles sur les murs. Les silhouettes des âmes commencèrent à se dissoudre, libérées, s'élevant à travers le plafond en spirale de lumière pâle. « Sortez, maintenant !» Moreau poussa les autres vers l'escalier, tandis que le plafond commençait à s'effondrer. Ils coururent à travers la fumée âcre, la maison en flammes. Derrière eux, les cris des Dumortier se mêlaient au rugissement de l'incendie, des sons qu'aucun être humain ne pouvait produire. Dehors, les 7 hommes regardèrent le domaine de la Croix-Blanche être consumé par les flammes. Le feu montait si haut qu'il illuminait toute la vallée, visible depuis Arras. À l'aube, il ne restait que cendres et pierres noircies. On ne retrouva jamais de corps. Sainte-Croix-en-Artois se reconstruisit lentement. Les familles revinrent. La vie reprit son cours. Le domaine fut rasé et on planta un verger à sa place. Le brigadier Moreau ne parla jamais officiellement de ce qui s'était passé cette nuit-là. Son rapport conclut à un incendie accidentel. Les sœurs Dumortier disparurent des registres, comme si elles n'avaient jamais existé. Mais parfois, les nuits sans lune, les vieux du village jurent voir 2 silhouettes noires sur la colline, observant le village endormi, car le feu peut détruire un corps. Mais peut-il vraiment tuer ce qui est éternel ? Fin.